Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve dans un nouveau numéro de Sport à la Une, éliminatoire CAN 2019. Les Lions marquent sur 2 exploits individuels et encaissent sur 2 faillites défensives. Résultat 2 partout face au Madagascar. Un point qui permet tout de même au Sénégal de rester en tête de sa poule. Quel enseignement tiré de ce match? Reprise pour les Lions après la Coupe du Monde. Débrief du match dans ce mag avec Alassane Dia, technicien nouvellement nommé directeur sportif de Teungueth FC, et Bamba Kassé, journaliste sportif. En dehors de l'Égypte, du Maroc, du Nigeria, les grands d'Afrique n'ont pas été à la fête durant cette deuxième journée des éliminatoires. Le Cameroun tenu en échec par les Comores, le Ghana battu par le Kenya. Belle performance également des Mourabitoun, victorieux devant les étalons du Burkina Faso. C'est parti pour le tournoi U17 de l'UFOA Zone A, abrité par notre capitale. Le Sénégal a signé sa première victoire devant la Guinée-Bissau, 1-0. Le Mali valide déjà son ticket pour les demi-finales. Basketball à la rencontre ce soir de la reine Nassira Traoré et du roi Pape Moustapha Diop. Ce dernier et son équipe, l'AS Douanes, ont raté le Grand Chelem samedi dernier, battu en finale de la Coupe du Sénégal par le Saint-Louis Basket Club. Et puis nous recevrons tout à l'heure les vice-champions d'Afrique de basket en U18. Il y a une semaine, nos Lionceaux perdaient malheureusement en finale face au Mali. On fait le bilan de la compétition avec Malik Goudiaby, coach adjoint, et Jean-Jacques Boissy, capitaine de cette équipe nationale U18. L'une des révélations de ce tournoi de Bamako s'appelle justement Biram Faye. Nous ferons aussi connaissance avec le pivot de 2,08 m originaire de la capitale du rail. En fin de match, nous retrouverons, comme tous les lundis, désormais, Momo Ndiaye dans les buzz du web. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir chers invités et à tous les téléspectateurs. Voilà, bonsoir Baba. Bonsoir Mam, bonsoir cher, bonsoir coach. Alassane, bonsoir. Bonsoir Mam Fatou, bonsoir chers amis téléspectateurs. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu sur les plateaux de télé, donc nous sommes ravis de vous recevoir ici. Mais tout le plaisir est pour moi. Parfait. Alors on va tout de suite se mettre donc au vif de l'actualité. Cher Tidiane, Madagascar, Sénégal, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité hier à Antananarivo. Oui, un déplacement qui s'annonçait difficile et qui l'a été, comme il y a 2 ans, Lyon et Baraya se sont quittés sur le même score. Résumé du match avec Habib Faye. 26 minutes de jouer entre Baraya et Lyon, pratiquement rien à signaler jusqu'à cette frappe soudaine et limpide de Moussa Konaté qui met le Sénégal sur orbite. Les Lions, très décevants dans le jeu, mènent au score face au pays hôte qui pourtant a l'emprise au milieu de terrain. Et c'est sans surprise qu'il égalise à la 44e minute par l'intermédiaire de Paulin Voisy malgré la position de hors-jeu réclamée par les Lions. En deuxième mi-temps, le Sénégal revient avec de meilleures intentions et c'est fort logiquement que Diao Baldé Keita, sur un raid solitaire, double la mise pour le Sénégal. Un avantage de courte durée puisque 6 minutes plus tard, les Malgaches profitent d'une mauvaise sortie d'Alfred Gomis pour égaliser. Rien ne sera plus marqué, score final 2 buts partout. Un fait à signaler, les Lions ont fini le match avec 6 cartons jaunes, de quoi rappeler de mauvais souvenirs en terre russe. Merci donc Habib Ba pour ce résumé. Alors bien sûr, on va procéder au débrief de ce match avec à la fois l'expertise de Alassane Dia et donc les observations de Bamba Kassé. Alors Alassane, d'abord le Sénégal qui marque à 2 reprises sur 2 exploits individuels. Un but de Moussa Konaté à la 27e, un autre de Keita Baldé à la 62e. Le Sénégal qui est aussi victime de ces errements défensifs et qui se fait rejoindre 2 fois au score. Est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté à une opposition entre un collectif, celui du Madagascar, et des individualités, celle du Sénégal, dans cette rencontre? Oui, on peut le dire, parce que quand même, c'est de l'autre côté qu'on a vu un football plus collectif, en tout cas des automatismes, disons des combinaisons plus huilées qu'au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Donc on peut dire effectivement qu'il y a eu un collectif contre des individualités. Et je pense que ce résultat aussi est un résultat qui nous rappelle un peu le match Japon-Sénégal de la Coupe du Monde, mais également le match Burkina Faso-Sénégal, toujours à Ouagadougou. Donc un peu beaucoup de similitudes
Mais surtout aujourd'hui, enfin disons hier avec le match quand même où on a vu une équipe de Madagascar beaucoup plus alerte, beaucoup plus, en tout cas qui semble plus motivée et peut-être même plus mordante que l'équipe du Sénégal. Nous était en tout cas effectivement la présence des individualités telles que Moussa Konaté et Diao Baldé. On se demande comment ça allait finir en tout cas. Justement, mais c'était quoi le problème en milieu ultra défensif ou bien c'est le Sénégal qui ne sait pas jouer de façon collective? De toute façon, le Sénégal, à l'observation, avant et pendant la Coupe du Monde et hier, est une équipe, disons, qui n'est pas dans la possession. Ça c'est clair, je pense que c'est d'ailleurs un débat de tous les temps avec l'équipe nationale. La possession, et pourtant les Sénégalais aiment le jeu de possession. Même face à des équipes supposées plus faibles, comme par exemple cette équipe malgache. On a vu que déjà à la mi-temps, le Sénégal n'avait que 36% de possession de balle. Tout à fait. En fait, la possession peut même ne pas être très importante en termes de chiffres. Mais ce qui est important, c'est que l'utilisation qu'on en fait, même avec un petit nombre de possessions, il y a l'utilisation qu'on fait de cette. Mais on a vu hier, en tout cas, une équipe du Sénégal très poussive. Alors, sur cette inspirée en tout cas. Tout à fait. Sur cette inspiration, sur cette impression, je veux dire, on a eu quand même quelques éclaircies, cher Tidiane, notamment sur les 20 premières minutes, on va dire, de la seconde période. Bamba, avec un Sénégal beaucoup plus haut, un bloc plus agressif, plus de pressing. D'ailleurs, on a vu qu'il y a eu quand même presque 3-4 occasions avant donc, le but de Baldé Keita pour récompenser justement cette meilleure entame de seconde période. Il n'en reste pas moins que on en retombe toujours à nos travers, Bamba, c'est-à-dire quand on marque, le Sénégal se relâche et c'est ce qui s'est encore passé hier. Mais on n'est pas dans la constance. Je pense que depuis très longtemps maintenant, cette équipe du Sénégal joue par à-coups. Il y a des petites séquences où on parvient à s'échanger le ballon, à passer les lignes, en tout cas à donner un semblant de cohérence au jeu. Et puis la majeure partie, on essaie d'être dans la peau de défenseurs avec un pressing, un excès d'agressivité qui nous a d'ailleurs valu 6 cartons jaunes hier que sur un seul match. Bien, disons que la plupart des amateurs et des observateurs restent sur leur faim. L'objectif, c'est de se qualifier. On considère que prendre un point à Madagascar, c'est peut-être pas si mal au regard de comment les Malgaches ont joué. Je pense que, et au regard d'ailleurs du déroulé du match, puisque nous marquons sur 2 actions individuelles où les joueurs se sont vraiment mis en avant. Donc je pense que quand même cette équipe reste encore en chantier. Coach, pour en revenir à ces temps forts périodiques, on en a connu par exemple lors de Sénégal-Colombie à la Coupe du Monde, les 20 premières minutes. On a vu une équipe du Sénégal très agressive. Hier, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui explique cela? C'est les consignes de l'entraîneur ou bien quelque part c'est un problème physique que l'équipe se gère pendant durant les 90 minutes? Je ne pense pas que ça soit lié à un problème d'état physique. Et nous ne saurions également nous avancer sur le fait que ce soit des consignes. Mais peut-être que c'est un choix, quelque part. Vous savez, justement, vous êtes en train de parler de la Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde, on a vu que beaucoup d'équipes ont pratiquement refusé la possession. Les 4 seules équipes qui ont accepté d'avoir le ballon sont rentrées très tôt à la maison. L'Allemagne, l'Espagne, le Brésil et l'autre équipe, l'Argentine. La France elle-même, qui avait fait de la possession en première phase de poule, a pratiquement refusé d'avoir le ballon. Mais, comme je le dis encore une fois, il y a un minimum de possession qu'il faut pouvoir avoir, même lorsqu'on se refuse d'avoir la possession. Je veux dire par là que la Croatie, par exemple, pour jouer l'Argentine, a refusé la possession. Mais le peu de possession que cette équipe a eu, elle l'a exploité pour mettre 3 buts, et 3 buts de haute facture. La France a refusé la possession contre, par exemple, cette même Croatie. Mais pour nous faire, en tout cas, un jeu de contre-attaque décisif. C'est-à-dire que si aujourd'hui aussi le Sénégal était dans cette configuration, exactement, on aurait pu
comprendre. Parce que le Sénégal l'a été lorsqu'il a joué contre la Pologne. Et on se rappelle encore de ces 2 buts marqués qui nous ont fait tous chavirer. Il y a eu un minimum de possession pour amener le ballon jusqu'à Idrissa Gana Gueye 1. L'autre ballon, bien sûr, c'est un ballon mal joué par la défense. Mais même contre le Japon, où on n'avait pas la possession, on a su faire, bien exploiter en tout cas le peu de possession qu'on a eu. Mais hier, ce n'était pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Alors, et justement, quand on voit des buts marqués sur des exploits individuels, quelque part, on se dit est-ce que cette équipe n'est pas en train de se reposer sur ses individualités? Mais écoutez, l'exploit individuel, je pense, fait partie du football. Hein. Quand tout est fermé, d'ailleurs, je pense qu'il faut le saluer, avoir des joueurs qui ont la capacité, quand tout est fermé, quand le jeu ne donne pas les résultats, donc avoir des joueurs qui ont cette capacité de se surpasser sur 1 ou 2 actions pour donner l'avantage, moi je pense que c'est à saluer. Ce qui serait dommage, c'est que le football du Sénégal ne repose que sur les exploits individuels. Parce que, comme on l'appelle, comme on le dit, ce sont des exploits. Ça peut ne pas marcher. C'est des tentatives personnelles, individuelles, dans le jeu, où le joueur prend... C'est une prise de risque minimum du joueur sur un instant T. Ça peut donner comme ça peut ne pas donner. C'est pourquoi ce qui est, je pense, encore inquiétant dans cette équipe, c'est qu'il n'y ait pas de schéma clair, ou même, quelle que soit l'option peut être de ne pas prendre le ballon, de laisser le ballon à l'adversaire. Mais au moins, qu'on voit une certaine cohérence. C'est ça qui n'est pas encore le cas. Après, il y a eu, sur le deuxième but, il y a eu une erreur du gardien. Il y a eu une faute d'inattention des défenseurs centraux. Ça aussi, ça fait partie du football. J'espère seulement que Gomis ne fera pas les frais à la prochaine. Alors, justement, Alassane et Bamba, on va essayer aussi de décortiquer un peu ligne par ligne aussi cette prestation des Lions. On va évidemment commencer par cette défense qui, décidément, au fur des matchs, prend de plus en plus de buts. On voit que sur le premier but, par exemple, le joueur malgache arrive pratiquement à dribbler plusieurs joueurs, jusque devant la surface de réparation avant de frapper. C'est une frappe qui est repoussée par Alfred Gomis, qui est repris par un attaquant malgache du nom de Paulin Voye. Sur le second but, vous en parliez tout de suite, c'est un mauvais jugement de Gomis qui se trouve et le ballon retombe donc sur la cuisse de Kalidou Koulibaly. Alors, sur le second but, Alassane, il est difficile de ne pas pointer quand même du doigt la responsabilité d'Alfred Gomis qui en était à son deuxième match officiel. On se souvient qu'il a joué ici contre l'Afrique du Sud au stade Léopold Sédar Senghor. Eh oui, le débat est encore là avec ces gardiens de but qui passent à côté. Alfred Gomis, voilà, le débat revient parce que justement, Khadim avait fait pareil lors de Sénégal-Japon. Sénégal-Japon. Pape Seydou Ndiaye avait fait à peu près la même erreur, sinon en tout cas toute proche, lors de Burkina Faso-Sénégal. Ce que je crains, c'est qu'à ce rythme-là, si on doit à chaque fois écarter le gardien qui fait la bourre, on risque d'aligner beaucoup de gardiens. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos gardiens? Pourtant, par exemple, Alfred Gomis est crédité de très belles prestations en Italie. Bon, l'erreur est humaine, mais comme vous le dites, à ce rythme, si à chaque fois qu'on fait une erreur, on est écarté de la sélection, on risque d'en épuiser. Parce que c'est ce que se dit. Bon, la règle. Mais je pense quand même que ça a été une erreur d'appréciation de sa part. Et puis, voilà... Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête parce que justement, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des joueurs lorsqu'ils entrent dans le rectangle vert. On ne sait pas. Mais jusque-là, il faisait un bon match. Vraiment très calme, très paisible. Et l'entraîneur des gardiens de but sur le banc, Tony Silva, lui aussi, il a vécu la même chose au Burkina Faso, en match éliminatoire de Cannes, je ne sais plus, de Coupe du Monde. Et il en avait commis même, je pense, 2. Et n'empêche, il avait commis une bourde sur l'égalisation burkinabé à l'époque, je me rappelle, ce qui avait même poussé le Sénégal à aller jouer les barrages après contre l'Érythrée, etc. Mais après, on n'avait pas tenu rigueur. Moi, je pense qu'il faut quand même une certaine sérénité. Vous savez, les joueurs, le rendu qu'ils te donnent, si on joue en ayant peur de commettre des erreurs, mais on va en commettre. Il faut, je pense, de la sérénité à ce niveau, à ce poste de gardien de but. On a vu Pape Seydou Ndiaye qui a vu tout son élan
et toute sa dynamique être cassée sur une simple petite erreur, et ça lui a coûté une Coupe du Monde. Alors qu'il faisait partie de l'équipe qui a fait presque tous les éliminatoires. Sur une erreur, on l'écarte et on amène un autre joueur pour que ce joueur-là aille en phase finale de Coupe du Monde. Donc je pense qu'il faut les rassurer, ces gardiens de but-là, et puis surtout, il faut être juste avec eux. Mais d'ailleurs, ça nous fait nous poser cette question, Alassane, déjà, l'apport du préparateur des gardiens. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on se rend compte qu'on a du potentiel avec nos gardiens, mais ils n'assurent pas sur les matchs de haut niveau. Donc aujourd'hui, est-ce que aussi Tony Silva ne doit pas lui-même se remettre en question, puisqu'il prépare ces gardiens-là? Je pense que le travail aujourd'hui est plus un travail au niveau du mental qu'au niveau simplement de la préparation du jeu des gardiens de but. Tony peut-être fait plus ou moins bien son travail, je ne sais pas, en tout cas je le pense. Mais je pense que cette équipe a besoin justement de psychologues, de gens en tout cas capables de réveiller, disons, les pensées enfouies de chacun de ces joueurs-là. Parce que c'est incompréhensible qu'à ce niveau-là, on puisse en tout cas chaque fois commettre ces erreurs-là et puis devoir rentrer avec un 2-2 alors qu'on maîtrisait le match. Et sur les 3 fois où on a fait 2-2, c'est nous qui avons le match, enfin, du point de vue du score. Nous avions le match avec la possibilité de le remporter. Mais au-delà, Diao. Je voulais en revenir à cette défense sénégalaise qui encaisse pas mal de buts. Qu'est-ce qui se passe? Patron Koulibaly n'est pas bien en ce moment. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le début de saison qui est un peu poussif ou bien? Parce qu'il est responsable sur les 2 buts que le Sénégal a. Oui, ça peut arriver, je pense. Ça peut arriver. C'est peut-être la récurrence qui peut poser problème. Déjà, je pense, durant la Coupe du Monde, la question lui a été posée. C'est vrai qu'à l'époque, il expérimentait un nouveau duo avec Salif Sané. Aujourd'hui, peut-être qu'il avait plus de repères avec Kara, on ne sait pas, mais Kara n'est pas là. Je pense que c'est quand même des joueurs professionnels. Ils doivent être en mesure de prendre le dessus sur ce type de changement-là et donc de s'adapter. Après, c'est comme pour Gomis, ce n'est pas parce qu'il a commis une bourde sur le deuxième but qu'il n'a pas été bon. On l'a vu, même sur le premier but. Mais Bamba, est-ce que justement, moi, je ne parle pas du but contre son camp, c'est un fait de jeu, ça peut arriver, mais on a le sentiment que Kalidou Koulibaly, qui est quasi intouchable dans cette équipe, il faut le dire, et qui nous a toujours crédité aussi de très belles prestations, connaît un coup de mou. Depuis la Coupe du Monde, ses prestations sont moins rassurantes. Ça peut arriver, mais je pense également que Kalidou, parfois, bon, ça c'est mon avis perso, il fait preuve d'un excès de confiance. Parce que sur le but-là, je pense qu'il pensait pouvoir contenir le joueur. Donc, il ne s'attendait peut-être pas à ce que celui-ci ait l'audace dans la surface de réparation et face à un tel gabarit très présent, avec une distance réduite, peut-être de faire le dribble. Mais disons que pour moi, ça ne remet pas en cause ses qualités intrinsèques. Disons que c'est l'animation, je pense, de la ligne défensive centrale sénégalaise qui est en cause. En plus, il faut retenir que sur ce but, c'est Alfred d'abord qui a été pris de vitesse au milieu de terrain avant Kalidou Koulibaly, qui était certainement le gardien du temple derrière, mais lui aussi qui s'est fait prendre. Un peu votre point de vue, un pilier d'une équipe qui peut-être n'est pas bien en ce moment, parce qu'on l'a vu aussi avec Naples, ils souffrent avec Naples depuis le début de saison, ils encaissent des buts pratiquement au bout d'un quart d'heure de jeu, c'est difficile, il a accumulé les matchs, il y a eu la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de moins bien? Il y a surtout chaque fois, à cette période de l'année, l'épisode de son transfert, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il ne va pas partir. Donc je pense que tout ça, c'est des éléments peut-être qui le déstabilisent. Mais il y a aussi qu'en général, après une grande compétition, il y a toujours, pratiquement toujours un coup de mou au niveau des joueurs qui ont joué cette grande compétition. Regardez l'équipe championne du monde, la France. La France il a fallu que les joueurs aillent chercher au fond de leur trip pour battre les Pays-Bas hier. Ce n'était pas évident. Le 2-1 là aurait pu être un 2-1 en faveur des Pays-Bas. Donc c'est dire qu'aussi, en général, c'est comme ça, après surtout la Coupe du Monde, ça use aussi bien au plan physiologique, mais également qu'au plan mental. Les joueurs sont lessivés. Et puis, ils doivent reprendre
en tout cas une saison. Donc, cela peut être un passage difficile pour Koulibaly et pour les autres joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, qui peut peut-être, mais pas totalement, expliquer un peu également peut-être la contre-performance, entre guillemets. En tout cas, de ce que, voilà, d'hier contre Madagascar. Pourtant, ce sont des deux gros gabarits, Kalidou et, comment il s'appelle, Salif Sané. Mais dans le jeu aérien, ils ne sont pas souverains, comme l'était par exemple en certains cas. Le but égalisateur, c'est un duel aérien qu'on a perdu, même si le gardien de but a fait une erreur d'appréciation. Non, moi je pense que le jeu aérien est un don pour Kara. Ça vraiment, il est exceptionnel. Aussi bien au plan défensif qu'au plan offensif. La preuve, c'est que son absence à la Coupe du Monde et également lors du match d'hier, mais les corners et les coups francs, personne ne les a touchés. Aucun Sénégalais. Et ça Mais commence c'est à lui qui dater, nous a ça. valu pratiquement une qualification en nous marquant ici des coups de boule énormes. Tout à fait. Et le côté droit de cette équipe du Sénégal qui hier a beaucoup souffert, ce duo Lamine Gassama, Ismaël Assar, on en parle aussi, surtout sur la première période, Alassane. Mais bien sûr, parce que c'est Wagué qui avait assuré à la Coupe du Monde de fort belle manière. Wagué n'est pas là. J'ai comme l'impression que les Malgaches avaient misé sur des attaques sur le flanc de Gassama. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le monsieur qui était là-bas et qui a marqué d'ailleurs le premier but, Malgache, eh bien, celui-là, il a montré des vertes et des pas mûres à Gassama. Tout à fait. Oui, mais Gassama a quand même, je pense, tenu le coup. Après, si le flanc, à mon avis, je donne peut-être une petite explication, pas technique, d'un observateur. Je pense qu'il faudra qu'on travaille à ce niveau-là, aussi le repli défensif de Ismaël Assar, qui est très rapide, mais qui est également trop porté un peu sur l'avant. Et puis surtout, je pense qu'il y a à travailler sur ce côté droit pour permettre à la fulgurance d'Ismaël Assar d'être au service du collectif et donc d'aider l'équipe sur un match. Forcément, à un niveau, à un moment, il faut qu'il va trouver la faille en termes de... Il va avoir la supériorité sur son adversaire. Maintenant, tout dépend maintenant du dernier geste de ce qu'il va... Et justement, ce repli défensif de Ismaël Assar, est-ce qu'il sait le faire? Souvent, il le fait, mais c'est plus pour créer le surnombre que pour défendre. Non, c'est ça. Être présent défensivement ne signifie pas forcément... Je pense qu'il doit pouvoir le faire. On s'est posé la même question pour Mbappé avec l'équipe de France, pensant qu'il ne pourra pas le faire. Vous l'avez vu à la Coupe du Monde? Il l'a fait, comme Henri Camara l'avait fait en 2002, avec son tackle dans notre surface de réparation et la contre-attaque qui s'en est suivie. Mbappé a fait la même chose. Ismaël doit pouvoir le faire. Encore une fois, comme je vous le dis, c'est une question de mental. D'accord. Alors Alassane, on va aussi parler un peu du duo du milieu de terrain avec deux récupérateurs, à savoir Cheikhou Kouyaté, Alfred, qu'on a vu se démener, tous les deux, notamment sur le plan défensif. Je pense qu'à la récupération, ils y étaient plus ou moins, même s'ils ont eu tous les deux cartons jaunes. Mais sur le plan offensif, encore une fois, ça rejoint un peu l'impression générale. Ils n'ont pas su impacter. Est-ce qu'ils ont su impacter sur le match? Mais j'avoue qu'ils ont été battus dans la vivacité par les Malgaches et dans la technicité aussi, dans la relation du joueur avec le ballon. Beaucoup de problèmes. Alfred nous a fait mieux pendant la Coupe du Monde. Et nous y reviendrons peut-être. Lors de notre évaluation, nous avions donné le milieu de terrain Alfred Gana Gueye comme étant l'un des meilleurs milieux de terrain de la Coupe du Monde. Tenez-vous bien, à côté de Pogba, Kanté. Ah oui. Seulement, ils n'ont joué ensemble que 2 fois. On a senti hier l'absence de Idrissa Gana Gueye. Tout à fait. Beaucoup critiqué, certes, mais hier, on a senti son absence. Et je pense que Kouyaté et Alfred avaient à peu près le même style, ce qui fait qu'on avait des difficultés pour avancer. Ensuite, l'autre difficulté, c'est que celui qui pouvait jouer devant eux, je suppose que c'est Sadio, il était trop loin. Il y avait donc un no man's land entre eux, Sadio et l'autre,
l'avant-centre. Ouais. Cet espace-là était géré par Les Malgaches. Malgaches, C'est un notamment problème le milieu tactique. défensif malgache qui était libre de toute action. Tout à fait. Alors, Bamba. Je pense que Après une analyse telle qu'elle, c'est une analyse tactique il est difficile de rebondir. qui est valable. Oui, parce que clairement, c'est comme ça qu'on a pris le premier but égalisateur. Alfred, il s'est fait prendre de vitesse carrément au milieu de terrain par un Malgache beaucoup plus vivace, beaucoup plus rapide. Bon, après, vous savez, après le match, il est toujours plus facile de refaire le match. Mais d'aucuns vous diront, bon, quand tu joues contre des équipes qui ont une telle vivacité, il faut essayer d'avoir au milieu de terrain des joueurs qui ne sont pas de très grande taille et donc qui n'ont pas également un centre de gravité très élevé. Bon, malheureusement, parfois aussi, à la décharge de l'entraîneur, lorsqu'il fait sa liste et qu'après on se rend compte que Ghana n'est pas là, et qu'il n'a pas un joueur au gabarit aussi, on a similaire. parlé de Sidi Sarr, qui était un nouveau, qui aurait Mais pu Sidi jouer. Sarr, un gros gabarit. C'est un gros gabarit. Et attention, on n'est même pas si on peut peut-être être pas des gros coachs, gabarit et mobile mais on aussi. sait que très souvent, il y a un problème de mobilité qui se pose lorsqu'on met en opposition des joueurs à fort gabarit contre des joueurs de taille plus ou moins petite. Et ça, on l'a quand même vu sur plusieurs matchs du Sénégal. Mais Alassane, dans Donc, le tout maniement ça du peut ballon, être, on n'a pas besoin d'être grand ou petit. On Mais est bon bien techniquement ou on n'est pas. Non, absolument. Pogba, parce il qu'on a- manie bien le ballon. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Non, je Puis pense à un moment que... donné aussi, est-ce que le Oui, but mais c'est... dans le placement, dans l'anticipation, dans la coupe, pour couper les lignes de passe, tout ça, on a quand même besoin de vivacité. C'est que moi, je pense que Sidi Sarr, peut-être, à mon avis, ne pouvait peut-être pas prendre le départ comme ça. D'abord, c'est la première convocation pour lui. Le coach n'avait peut-être pas encore tous les repères. En tout cas, entre ses mains, peut-être pour le faire démarrer. Il fallait peut-être garder un minimum de repères. Et maintenant, je pense que le match lui a montré effectivement que Kouyaté, comment il s'appelle, Alfred, c'est pas la bonne paire, à mon avis. Tout à fait. C'est Pour moi, pratiquement un le même enseignement à registre. tirer. L'un peut jouer, l'autre attend. Tout à fait. À mon avis. Justement, lors de la Coupe du Monde, lors du Sénégal-Japon, effectivement, Alfred avait beaucoup souffert lors de la première période. Après, il est sorti parce qu'il était carrément dominé par la vivacité des Japonais. C'est Kouyaté qui avait pris sa place et qui a un peu stabilisé le milieu du Sénégal. Mais il est venu frais. Voilà. Il est venu frais. Alors, en parlant de coaching, on a vu que après l'égalisation des Malgaches, le coach a procédé à un premier remplacement, donc celui de Ismaïla Sarr par Chernoy. Un changement, on va dire, récurrent et devenu aussi prévisible que, voilà, que vous, en train de boire du thé après votre thieboudienne. Comprenez-vous ce choix? Bon, je pense que, enfin, c'est vrai que c'est une question qui est très très soulevée, surtout dans les grandes places, par les amateurs de football sénégalais. On a l'impression que Cheikh Ndoye, c'est à partir de la 65e, il faut qu'il entre, quel que soit ce qui se passe. Bon, je n'ai rien contre le joueur, hein. C'est un joueur qui est qui est très disponible pour l'équipe nationale. Bon, après, tu enlèves de la vitesse pour mettre de la puissance. Peut-être que l'entraîneur, à ce moment-là, il cherchait à bétonner le milieu, ou bien peut-être parce qu'il voulait simplement conserver le résultat. Je pense que c'est des questions auxquelles seul lui peut répondre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il gagnerait à vraiment expliquer et donc à être disponible pour donner ces genres d'explications. Je veux être quand même plus précise sur la question. Il ne s'agit pas de l'homme Chernoy. Je parle du poste, un milieu défensif qui rentre pour retrouver deux autres milieux défensifs. Dans un match où il reste 15 minutes, où vous avez vu que quand vous jouez, vous avez la possibilité de marquer, à un moment donné, la question se pose. Pourquoi ce choix, Alassane? Non, parce que est-ce que Chernoy est un milieu défensif? Parce que la question est toujours... Beaucoup, Voilà, je pense que Cheikh est plutôt dans le relais entre la défense et l'attaque. Il y a des milieux qui sont plus dans la genre peut-être Idrissa Gana Gueye. Voilà, lui, vraiment, c'est le métronome au milieu, quelqu'un comme Kanté le fait avec l'équipe de France, comme Casemiro le fait avec l'équipe du Brésil et l'équipe du Real de Madrid, pour citer peut-être ceux qui sont les plus connus. Maintenant, il y a les autres, tels que Modric, qui font le relais. Voilà. Je pense que Chernoy, il est dans ce registre-là.
Mais C'est son est-ce qu'il style, apporte c'est son ce- style qui donne l'impression qu'il est un milieu défensif. Mais il n'est pas dans... Cheikh Ndoye marque des buts. Il marque des buts, il va participer aux attaques. Et Ouais, il mais quand même, apporte on a son- vu, coach, Malheureusement. on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, l'entraîneur l'utilisait même en défense centrale. Ça veut dire que C'est son quand registre même, défensif, c'est il est ça, il plus est exploité. Justement, défensif. ça peut-être qu'on donc oublie. voilà, il y a une idée. Mais Ouais. en tout cas, pour ce que moi je l'ai vu faire lorsqu'il était en France, à Angers, il était dans le relais, plus que dans la position défensive. Il y a le milieu défensif, il y a le milieu relayeur. Box to box. Justement, mais le box-to-box. Mais je pense que Cheikh me semble avoir perdu quelques repères. Parce que hier, en tout cas, comme contre le Japon, quand il est entré, il ne savait pas s'il devait rester, Défensif. défendre ou avancer. Hier, je l'ai vu à un moment donné, sur son premier ballon, remettre en arrière, pendant que Gassama était en difficulté pour chercher quelqu'un pour faire le relais. Lui, il est déjà parti vers la profondeur. Le ballon-là, on l'a perdu. Et il a fallu qu'il fasse encore presque 40 mètres pour revenir se repositionner. Alors, heureusement que les Malgaches, je ne sais pas, Pas su n'ont pas exploiter trouvé le ça. ballon. Mais D'accord. revenons-en à ce changement À ces tactique. changements de manière Voilà. générale, parce qu'on avait Ok. des 4 nouveaux joueurs qu'on avait envie de découvrir. On se dit que peut-être c'est pendant ces matchs d'éliminatoire ou peut-être les matchs amicaux qu'on a l'occasion de le faire. Il y a eu Amad Djedou qui est rentré pratiquement à 3 minutes de la fin, Mbaye Diagne à 2 minutes de la fin, au moment où les Malgaches essayaient de tuer le temps pour conserver ce résultat nul. Quel est l'impact de ces changements au niveau de l'équipe nationale? Et ça remonte aussi à la Coupe du Monde, notamment en parlant de votre évaluation. Oui, bon. Pour ce qui concerne le Sénégal, en tout cas, ces changements, comme vous le dites, ce sont des changements qui nous semblent revenir tout le temps. Cheikh Ndoye qui entre, pour une raison peut-être que nous ne savons pas de là où nous sommes, mais nous nous sommes rendus compte que c'est... Parce que l'entraîneur, quand il fait un changement, il a peut-être en tête quelque chose. Il espère quelque chose. Exactement, coach. Quand vous faites entrer Mbaye Diagne à 2 minutes de la fin, est-ce que vous attendez quelque chose de lui 2 minutes avant le... Là, Est-ce que c'est pour lui offrir sa première Non, sélection surtout ou bien... surtout qu'il me semble qu'il n'a même pas touché le ballon. Du tout. Finalement, est-ce qu'il a touché le ballon, Mbaye Diagne? Je ne l'ai pas vu toucher C'est le des ballon. tentatives de coaching. Donc peut-être. voilà, bon. Parce que c'est assez bon. Après, il aurait mis le but, on aurait dit coaching gagnant aussi. Ouais. Donc, moi, je C'est pense arrivé avec que. Maignan, par exemple, Voilà, contre le Cap-Vert, donc, mais c'était 15 minutes avant. Après, c'est pas 2 minutes vous savez, avant. chaque coach C'est a ça. sa particularité Exactement. et a sa philosophie également. Certainement, un autre coach n'aurait pas fait venir déjà, n'aurait pas procédé à autant de changements entre une phase finale de Coupe du Monde et un match éliminatoire. Peut-être qu'un autre coach n'aurait pas fait passer le gardien, le troisième gardien en Coupe du Monde, le faire passer en titulaire pour son premier match éliminatoire de Coupe d'Afrique. Et pendant ce temps, on se demandait où était le numéro 2, etc. Mais ça, c'est peut-être c'est dû à lui, c'est son style. Peut-être qu'il cherchait un peu à faire jouer Mbaye. Il espérait que Mbaye allait mettre un but, ou peut-être qu'il voulait juste le mettre dans le bain d'un match africain aussi, à l'extérieur, pour le futur. Donc tout ça, c'est des questions mais auxquelles coach, quand ton entraîneur sort en attaquant un joueur excentré pour densifier son milieu de terrain, est-ce qu'on peut parler de frilosité? Ça dépend. Pour des objectifs de conservation de voilà, l'État. parce que là, il y avait un souci peut-être de conservation. Si nous étions menés et qu'il fasse ça, ou bien si nous étions à 1-1 ou 2-2 et qu'il fasse ce changement-là, là, on pourrait parler de frilosité. Parce qu'après, on s'est rendu compte que le Sénégal n'était plus dangereux Mais justement, offensivement c'est pourquoi j'ai depuis dit, ces changements. peut-être que lui-même s'est rendu compte que ce qu'il attendait du changement n'a pas eu lieu. Sauf que c'est pas la c'est première l'inverse fois. même Sauf que qui c'est s'est pas la produit, première fois que c'est ça qu'on a arrive. été plus malmenés. Tout à fait. Je pense que le but encaissé a constitué une cassure au niveau de la dynamique du Sénégal. Clairement, ça s'est vu. Après le but encaissé, on est retombé dans nos travers. J'ai aussi envie de parler, souvent les coachs disent qu'il ne faut pas individualiser le débat, mais j'ai aussi envie de parler un peu du cas Keita Baldé. J'ai l'impression qu'on le sort au moment où il est vraiment dans le match. En première mi-temps, c'est un joueur, j'ai l'impression, un diesel. Il a du mal à rentrer dans ses matchs. Première période, il a pratiquement tout raté. Et puis en seconde période, il commence à prendre ses responsabilités, à marquer. 75e, là, il est bien dans le match et on le sort. Alors, encore une fois, c'est une affaire de vestiaire. C'est extrêmement Mais difficile c'est de savoir récurrent aussi. pourquoi le coach il fait ça. Mais nous avons tous
vu la même chose. Que au moment où il sortait, il nous semblait être dans le match. Mais est-ce que lui avait demandé à telle minute de pouvoir sortir parce qu'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens? Est-ce que ce n'est pas lui qui avait demandé? Est-ce que c'est le coach en accord avec le joueur qui fait le changement? Est-ce que c'est difficile d'être de savoir ce qui s'est passé dans les vestiaires? Mais nous avons remarqué que Keita Baldé, au moment où il sortait, il était vraiment dans le coup. Et puis, il ne semblait pas joyeux, comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, il n'a pas fait les siennes. Il n'a rien fait, il n'a rien montré. Alors, on va évoquer 2 autres points pour terminer le débrief de cette rencontre. Évidemment, la discipline collective, Alassane, avec donc quand même, au bout de 90 minutes, 6 joueurs avertis, c'est-à-dire la moitié de l'équipe. Quelque part, ça veut dire que cette équipe du Sénégal, clairement, a été bougée aussi durant cette rencontre. En dehors de Baldé Keita qui a eu un carton jaune, juste par rapport à une célébration. En parenthèse, je pense que ça aussi, ça doit intégrer le code de discipline de l'équipe nationale. Il faut qu'on arrête avec ça. Il savait qu'il allait prendre un carton jaune. Mais bon, c'est jamais de 20 ans. Aujourd'hui, j'espère qu'avec les éliminatoires, il n'y a pas cette règle de FIFA, de fair play FIFA. Parce qu'à ce rythme-là, nous risquons, si nous sommes à égalité, encore d'être éliminés. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un travail encore à faire. Oui, mais à la CAN, ça peut arriver. On met cette règle-là. Cette règle-là. Alors là, qu'on se rassure, parce que là, quand il y a égalité parfaite, à un moment donné, cette règle pourrait surgir à tout moment. Déjà, avec nos 6 cartons, je pense que dans la poule, nous sommes encore en tête des joueurs. Mais c'est la preuve que quand même, vous savez, moi je pense un excès de carton de cette nature, ça ne prouve que 2 choses. Soit que l'arbitre n'a pas du tout été tolérant avec nous, surtout en Afrique, quand tu joues à l'extérieur. Et ça, je ne peux pas le dire parce que je pense quand même avoir vu un arbitrage très correct. Soit parce qu'on était trop euphorique et trop engagé, ou bien parce que simplement on s'est fait bouger et pour se rattraper, on a été obligé. C'est surtout ça, parce que sur les cartons, je pense qu'il n'y a rien à dire. Je pense qui sont les joueurs qui ont reçu des cartons et dans quelle phase on les a reçus. On les a souvent reçus dans des phases défensives. Il y a aussi des cartons sur simulation. Oui, il y a Ismaël Sarr sur simulation, célébration et il enlève son maillot. Mais après, Alfred, Cherhou, Adama Meng et Khalidou Koulibaly. C'est des cartons mérités. C'est des cartons mérités, il faut dire la vérité. C'est des cartons qui sont mérités. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix ou ça? Bon, en tout cas, le fait est là. On a été quand même une équipe très agressive et j'espère que ce n'est pas notre future identité. J'espère qu'on parlera plus du Sénégal comme une équipe joueuse, une équipe gagneuse, que comme une équipe, comment dirais-je, accrocheuse et qui fait du rentre-dedans. En tout cas, on a eu 6 cartons. Les joueurs sont avertis. Il y a quand même, avant même d'aller à la CAN, il faut savoir que le nombre de cartons, ça peut t'éliminer sur un match ou plus. Donc, ils sont avertis. C'est à eux maintenant de voir comment régler ça. Tout à fait. Alors, Alassane, le dernier point, peut-être ce sera les coups de pied arrêtés. 0 pointé sur les coups de pied arrêtés. Là aussi, on a été servi en termes de coups francs, en termes de corner. Et on n'a pas su exploiter justement ces phases de jeu qui sont devenues si importantes dans le football moderne. Absolument. Je pense que ça faisait notre force il y a quelques mois. Et pendant la Coupe du Monde, on a vu que voilà, ça n'a pas été bien exploité. Et plus grave, c'est que ça s'est retourné finalement contre nous. Nous avons encaissé des buts sur balles arrêtées. Mais est-ce dû à l'absence en tout cas de Kara? Parce que aussi pour exploiter à bon escient ces CPA, il faut avoir des joueurs comme Kara. J'ai comme le sentiment que quelque part nos joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui ne sont pas... Mais là aussi on se rend compte que les coups francs ne sont pas bien frappés. Là. Mais hier, j'ai vu un Keita Baldé frapper les corners. Comme il faut. C'était bien fait. Honnêtement, c'était bien fait. Je ne savais pas que Diao Baldé Keita était capable de tirer comme ça. C'est que maintenant, le problème, c'est que nos joueurs ont été figés. Il fallait aller couper les ballons, il fallait peut-être permuter. Bon, je ne sais pas si tout cela a été... Mais hier, j'ai vu, il les a bien bottés. Jusqu'au dernier coup franc qu'il a tiré avant de sortir et qu'un joueur malgache a mis en corner.
tous les joueurs sénégalais étaient entre le point de pénalty et le deuxième C'est poteau. déjà bien, je pense, d'avoir aujourd'hui un Diao qui a été aussi bien sur les corners que sur les coups francs. Ah ouais. Peut-être que les critiques, Il faut qu'il va falloir qu'il soit titulaire et c'est ça, c'est là où je voulais en venir. régulier aussi. Je disais donc peut-être que les critiques sont enfin en train de porter leurs fruits, mais c'est déjà bien dans une équipe. Enfin, ça se voit dans beaucoup d'équipes qu'il y a des titulaires ou en tout cas des préposés au coup de pied arrêté. Après, même ici, hein, si on se rappelle, si on se remémore du temps de 2002, comme on aime souvent le dire, c'était Khalilou Fadiga, le gaucher magique. Hein, on lui sortait même des superlatifs, etc. Je pense donc que c'est bien d'avoir dans une équipe des rôles qui sont bien définis et donc des joueurs qui tirent bien les coups de pied arrêtés. Maintenant, après, si le joueur il joue, mais il ne sait pas s'il va terminer le match, etc. Aussi, donc on reverse et aussi dans les coups francs peut-être à l'entrée des 18 mètres aussi, ça pose problème dans cette équipe. On ne sait pas pour le moment qui les frappe. Parce que hier, entre Salif Sané et Sadio Mané, ça a un peu tiraillé pour justement faire le choix du tireur. Et bon, au final, ça n'a pas donné grand-chose. Mais c'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a un bon tireur réellement? Oui, justement. On voilà, vous pose donc la question. À partir de ce moment, c'est difficile. Bon, chacun pense qu'en tentant, il peut réussir quelque chose. Il peut faire l'exploit. Voilà, tout à fait. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'on va retenir donc, de ce match? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est d'autant plus important que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez fait une journée d'évaluation sur la Coupe du Monde avec un panel de techniciens, le gratin, on va dire. Aujourd'hui, on sort d'une Coupe du Monde, on fait ce match... un peu mi-figue, mi-raisin. Maintenant, pour se projeter, comment on doit faire pour hausser notre niveau de jeu et proposer un meilleur contenu? Il n'y a pas de secret. Je pense que ce sont les automatismes entre les joueurs qu'il faut améliorer. Et malheureusement, pour le faire, il faut pouvoir conserver l'ossature. On ne peut pas changer de joueur et puis penser que les automatismes vont exister. Il faut donc... améliorer ces automatismes-là, il faut que ce minimum de possession qu'on a décidé d'avoir pour nous, qu'on puisse les rendre efficientes. Voilà, je pense que ça... Parce qu'hier, quand même, sur le plan de la possession, c'était pratiquement de la défense vers la profondeur. C'est comme s'il n'y avait pas de milieu de terrain capable de prendre le relais et voilà, de cheminer le ballon. Et cet oiseau rare qu'on cherche au milieu de terrain, capable de faire jouer. Parce que là, on est en train de critiquer les prestations de Sadio Mané en équipe nationale. Mais est-ce que l'organisation de cette équipe nationale au milieu de terrain peut favoriser, je sais pas, son explosion? Liverpool n'est pas l'équipe du Sénégal. Liverpool, c'est d'abord une équipe de club, comme le Jaraaf, Teungueth FC, Pikine, voilà, c'est des gens qui travaillent au quotidien, qui ont le temps de mettre en place des schémas, de l'animer, de les répéter. Ici, c'est une équipe nationale où les joueurs viennent pour 3 ou 4 jours. Donc, il faut rapidement mettre quelque chose en place, expliquer, faire des vidéos et aller appliquer. Oui, mais ça fait quand même 3 ans que le même cette animateur, équipe-là joue pratiquement ensemble. Le responsable voilà. est en place. 2 grandes campagnes. Oui. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on ne sait pas exactement en équipe nationale où joue Sadio. Tantôt il est à gauche, hier il a joué où? Je ne sais pas. Bonne question. Tantôt c'est à droite. Tantôt en soutien Tantôt derrière les c'est attaquants. en soutien. Difficile. Donc selon les matchs, on peut comprendre que selon les matchs, un joueur peut être baladé de gauche à droite, mais si on veut que peut-être, quelque part. Mais dans tous les cas, au niveau de Liverpool, il est un attaquant. Et il va dans la profondeur. Il a le même style que l'autre là, l'Égyptien. Mohamed Salah. Ils ont des milieux de terrain capables de leur amener le ballon. Et de le jouer à une vitesse technique vraiment extraordinaire. Nous avons encore cette difficulté-là. Très bien. D'où la question de Cheikh qui dit, je pense en parlant d'oiseaux rares, il parle de ce milieu relayeur capable de donner des caviars et qu'on n'a peut-être toujours pas. Alassane, est-ce qu'on en a besoin actuellement pour améliorer notre jeu ou il faut trouver d'autres solutions? Non, moi je pense que nous n'avons pas
ce joueur-là, mais nous avons peut-être les moyens d'animer autrement. Je pense que l'animation qui a été la nôtre lors de la Coupe du Monde, contre la Pologne, puis même contre la Colombie, bien que battue, cette animation-là, mais il manque Mbaye Niang. Il a manqué Mbaye Niang. Donc il vous manque un homme, et puis tout change. Et au milieu, il n'y avait pas... Mais je pense que cette animation-là nous a valu de satisfaction. Nous l'avons même démontré contre le Cap-Vert, au Cap-Vert, et contre l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud. Il y a une possibilité de faire de l'animation avec ces joueurs-là, de telle sorte que donc, les animateurs ne sont peut-être pas réellement ceux qui sont... Ouais, au milieu de terrain. Mais ceux qui partent des ailes. Tout à fait. Mbaye Niang l'a bien fait à la Coupe du Monde, Sadio l'a fait plus ou moins bien, même si, comme vous dites, c'était mi-figue, mi-raisin ses prestations en équipe nationale. On est encore toujours resté sur notre faim. Mais je pense que c'est au niveau de l'animation que nous pouvons faire la différence, parce que nous n'avons pas cet oiseau rare. À l'époque, on a beaucoup critiqué le jeu de 2002, avant la Coupe du Monde. Mais au moment de la Coupe du Monde, nous avons réussi à avoir un Salif Diao de haute facture avec Pablo Badiop. Mais l'animation venait particulièrement de Aladji Diouf et de Fadiga. Merci Alassane. Alors, on va parler des temps forts de cette deuxième journée, après ce débrief en long et en large du match Sénégal-Madagascar, des éliminatoires de la CAN 2019. Alors, avec cette poule A, Cheikh, où la Guinée équatoriale se relance donc après une victoire devant le Soudan. Oui, la Guinée équatoriale qui a battu l'équipe du Soudan sur le score de 1-0. C'était à Malabo. Donc, ce qui fait que cette équipe rejoint le Sénégal en tête du groupe avec... en tête du groupe? Tout à fait. Non, c'est les Malgaches. Le Sénégal et Madagascar qui ont 4 points. Voilà. Guinée équatoriale, donc troisième derrière le Sénégal, ce qui veut dire que les deux premières places directement qualificatives vont valoir cher. Voilà, donc le Sénégal qui est leader avec donc bien sûr un meilleur goal average, plus 3. On va aussi faire le point dans les autres groupes. Les Grands d'Afrique n'ont pas été à la fête, je vous le disais au sommaire. Défaite pour le Ghana, pour le Burkina Faso, match nul pour le Cameroun. La Côte d'Ivoire a battu de justesse le Rwanda, quant au Nigeria, à l'Égypte et au Maroc. Ils ont quand même, eux, fait respecter leur rang en s'imposant largement devant leurs adversaires. Le point avec Cheikh Sadibou Diarra et Momodou Bipa Sissoko. Mali, Guinée-Conakry, Mauritanie et Tunisie, le seul pays qui enchaîne dans la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, pleine de surprises. Leader du groupe A avec 4 points, Sénégal et Madagascar se sont neutralisés 2 buts partout à l'issue d'un chassé-croisé. Une aubaine pour la Guinée équatoriale qui revient à 1 point grâce à sa victoire devant le Soudan. Le groupe B est également relancé. Les Comores ont tenu en échec le champion d'Afrique, le Cameroun, 1 but partout, alors que le Maroc retrouve le goût du succès en surclassant Malawi 3-0. Dans le groupe C, Mali continue son parcours sans faute. Les Aigles sont allés battre le Soudan du Sud 3-0. Burundi tente de suivre le rythme malien en ramenant un match nul, 1 but partout du Gabon. C'était la journée du partage des points dans le groupe D. L'Algérie est tenue en échec en Gambie avec un but de chaque côté en l'espace de 2 minutes. Le choc Togo-Bénin est sanctionné par un match nul blanc. Même résultat pour la rencontre Afrique du Sud-Libye du groupe E. Au moment où le Nigeria se réveille en allant écraser les Seychelles 3-0. L'une des grosses surprises du week-end s'est déroulée dans le groupe F qui a vu le Kenya dominer le Ghana 1-0 pendant que l'Éthiopie prenait le meilleur sur la Sierra Leone sur le même score pour une égalité parfaite au classement. Zimbabwe et la République démocratique du Congo mènent le classement du groupe G en ramenant un point de leurs déplacements respectifs du Congo et du Libéria. La Guinée-Conakry reçut elle 2-2 dans le groupe H en battant la République centrafricaine 1-0. Son plus précieux rival, la Côte d'Ivoire, a retrouvé le chemin de la victoire à Kigali face au Rwanda battu 2-1. La Mauritanie totalise également 6 points dans le groupe I. À domicile, les Mourabitoun ont dominé les Burkinabés 2-0. L'Angola en profite pour revenir à hauteur du Burkina Faso après sa victoire aux dépens du Botswana 1-0. 2 victoires en 2 sorties aussi pour la Tunisie dans le groupe J. Les Tunisiens ont bien voyagé au Swaziland battu 2-0. L'Égypte, deuxième au classement, a signé le carton de la journée en écrasant le Niger 6-0, dont 2 de Mohamed Salah. Beaucoup de buts il y en a eu dans le groupe K. Le duel entre les leaders Mozambique, Guinée-Bissau s'est soldé par un nul 2 buts partout. Dans l'autre rencontre,
rencontres du groupe, la Namibie et la Zambie se neutralisent un but partout. Le dernier groupe des éliminatoires, la poule L, a offert 2 nuls aussi. 0-0 entre Ouganda et la Tanzanie et un but partout entre le Lesotho et le Cap-Vert. Prochaine journée des éliminatoires, le week-end du 10-11 octobre. En Europe, c'était le début d'une nouvelle compétition, la Ligue des Nations avec de belles affiches. La France, championne du monde, a fêté son titre au Stade de France en dominant les Pays-Bas 2-1 après avoir fait match nul blanc avec l'Allemagne. L'Espagne, sous le magistère de Luis Enrique, débute par une victoire de prestige en Angleterre 2-1. L'Italie n'a pu obtenir qu'un nul, un but partout face à la Pologne. La Russie surfe toujours sur son mondial réussi en allant battre la Turquie 2-1. Pendant ce temps, le Danemark a dominé le Pays de Galles 2-0 alors que la Suisse a signé le carton du week-end en laminant l'Islande 6-0. Voilà, sans transition, on va parler de football avec Diao, le tournoi U17 de la zone IFOA A. Oui, avec le Sénégal qui s'illustre d'entrée et bat la Guinée-Bissau. Dans le jeu, les Lionceaux n'ont pas été tellement brillants et ont même raté en pénalty en seconde période. Le résumé de cette rencontre signé Pape Faraning et Younous Diatta. L'addition pouvait être beaucoup plus lourde si le capitaine Mohamed Diaw avait marqué ce penalty après une belle phase de jeu. Une victoire certes, mais les chantiers restent énormes, surtout sur le plan mental. Les joueurs avaient beaucoup de pression sur eux. Malgré tout ça, il y avait une bonne entame de match où sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation, on a été bien en place. On a bien tenu le ballon, mais malheureusement, on n'a pas changé de rythme par moment. On a joué à la baballe, on a tenu le ballon, mais on a joué trop arrêté. Mais malgré tout ça aussi, nous avons créé énormément d'occasions de but. C'est logique qu'on a ouvert le score. Il y avait de la place pour mettre 2, 3, 4, mais malheureusement, il n'y a que 1-0. Ce match est terminé par 1-0, mais dans le contenu, c'est pas mal. Il y a de très bonnes choses parce qu'au moins dans les sorties de ballon, c'est propre. Dans la transition aussi, c'est propre. Un match difficile pour leur adversaire bissau-guinéen qui ont joué toute la rencontre avec 11 joueurs. Le test IRM a calé 7 de ces joueurs cadres, dont 5 titulaires. On a été surpris avec les IRMS, tests qui sont faits. Et pourtant, 7 joueurs ont été hors de notre plan. Alors ça nous touchait parce qu'on avait de notre stratégie, tout ça c'est des éléments très influents dans notre mode de jeu. Et ça prend une excuse. Et on a adapté certains joueurs dans certaines positions sur le terrain. Les Lionceaux ont vendangé beaucoup d'occasions, une situation qui n'est pas du tout alarmante selon le coach, qui va apporter des rectificatifs. Et vous avez vu que les gosses créent facilement d'occasions de but. Ça déjà c'est important pour des jeunes joueurs. Maintenant il faut être lucide et sérieux, qu'on ait à travailler devant le but pour être un peu plus efficace devant le but. Moi ce qui est important dans le football, c'est de créer des occasions. Et ces occasions, nous l'avons créées en sortant proprement le ballon, en faisant des transitions normales, avec des bonnes courses, des bonnes prises de décision. Je pense qu'après la finalité, c'est de qu'on ait à travailler, parce qu'en football c'est toujours comme ça. Parfois tu penses que tout est bien, mais après en fait tu vois que parfois il y a des choses qui restent. Après cette courte victoire d'1-0, l'entraîneur a dû travailler sur tout le secteur offensif avant la deuxième journée. Voilà, dans cette poule, le Sénégal joue son deuxième match contre la Sierra Leone. Ce sera jeudi, mais dès demain, Bissau-Guinéen et Sierra Leone vont s'affronter toujours au stade Alassane Djigo. Oui, et puis retenez que dans le groupe B, le Mali s'impose devant la Gambie par forfait. Après 58 minutes de jeu, les jeunes Scorpions ont décidé de ne pas poursuivre le match, arguant que le stade Alassane Djigo n'était pas assez bien éclairé alors qu'ils étaient menés 2-0, ce qui leur a valu d'être déclarés perdants par l'arbitre. Les Aiglons filent en demi-finale avec l'absence du Libéria qui n'a pu faire le déplacement pour ce tournoi. Dans le groupe C, donc, la Guinée-Bissau a battu la Mauritanie 3-1, le Cap-Vert étant exempté. Mardi, la Mauritanie va rencontrer le Cap-Vert au stade Ngalandou Diouf. Voilà, l'actualité du football local, cher, c'est également la désignation de Amara Traoré comme nouveau président de la Linguère de Saint-Louis. L'ancien international sénégalais a été élu par un large consensus au cours d'une assemblée générale tenue samedi. Il succède ainsi à Dr Ahmadou Dia qui a décidé de ne pas rempiler pour un second mandat, ce qui nous permet de demander aussi à Alassane Dia son actualité par rapport donc à cette nomination. Nouveau directeur de Teungueth FC qui a terminé 4e de la saison précédente dans le championnat. Une bonne place, c'est un nouveau défi qui va vous rapprocher du terrain ou qui va vous en éloigner? Qui va m'en éloigner, bien sûr, parce que... Bon, mais écoutez, parce que dans cette mission, il est prévu effectivement que j'apporte un encadrement aux entraîneurs du club.
mais notamment que je puisse aider à la formation des jeunes. Donc c'est dire que l'académie que le club souhaite mettre en place est un projet très important et qui me tient à cœur personnellement d'ailleurs. Et ensuite, c'est vrai que je suis plus dans le sportif-administratif. Oui, bien sûr. Voilà, donc, mais il y a plein d'idées. C'est une orientation, c'est-à-dire c'est une continuation aujourd'hui de ce qui a été fait jusqu'à présent par les responsables de cette équipe. Donc, que maintenant, moi, je puisse venir apporter un peu mon expérience et peut-être des idées novatrices qui peuvent faire progresser. En fait, c'est ce que le président Babacar Ndiaye donc a voulu. Est-ce que les moyens sont au rendez-vous aussi? Parce qu'avoir des idées, c'est bien, mais dans le football local... Je pense qu'on peut tout reprocher à TFC, sauf de mettre les moyens qu'il faut. Ah bon, voilà, d'accord. Il faudra travailler pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile quand on est simplement sur le terrain, tenu par les matchs du dimanche, et peut-être le désir de gagner, de penser et à autre chose, ou bien de vouloir mettre en pratique ces nombreuses idées que nous avons. Si aujourd'hui, Amara, par exemple, que vous citez là, s'est éloigné, c'est parce qu'Amara a tellement d'idées que quand nous discutons, nous avions souvent tendance à lui dire, mais toi, finalement, il faut devenir le président d'un club. Aujourd'hui, c'est fait. On lui souhaite au passage, en tout cas, bonne chance, parce qu'il faut en avoir aussi chez nous. Et puis, vous, Teungueth FC, cette année quand même, vous allez viser plus haut avec le Stade Galandou Diouf. Vous allez jouer à domicile. Mais d'abord, il faut dire aux populations rufisquoises que déjà, leur équipe Fagnon va revenir après 7 ans de galère. Je pense déjà qu'il y a eu un énorme travail qui a été abattu, parce que ce n'est pas évident, 7 ans, d'être en dehors de sa localité et de franchir les paliers de la Nationale 1 à la Ligue 1. Ça, vraiment, il fallait le faire. Maintenant qu'il y a un doute, certes, il faut valoriser ça. Il faut donc que les populations puissent coller, puissent suivre, mais surtout aussi, il faut avoir des ambitions. Comme vous dites, on était 4e, on cherchera à faire mieux. Tout à fait. Merci en tout cas Alassane Dia de nous avoir accompagnés sur cette première partie de Sport à la Une. Comme je vous le disais, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère qu'on vous verra un peu plus souvent. Voilà. Si vous avez le temps, une fois que vous avez mis en place vos idées, donc de venir les partager aussi avec nous sur les plateaux. Donc merci de nous avoir accompagnés. Alors on va à présent parler de basketball. Donc, dans quelques instants, nous recevrons aussi nos 2 autres invités, à savoir Malik Boudiaby et Jean-Jacques Boissy. Mais d'abord, beaucoup d'actualités autour de cette balle orange avec nos 2 équipes nationales, masculines et féminines, qui se préparent. D'abord, du côté des filles, cher. Du côté des filles... Bon, ou des garçons alors. Je vais donner pour les filles alors. Comme les Lions, vous le savez, se sont envolés pour la France pour préparer leur préparation, continuer leur préparation en vue de la Coupe du Monde. Elles ont d'ailleurs livré un premier match amical donc ce dimanche contre Tarbes, une équipe de ligue féminine française, ponctuée par une défaite donc 55-57. Une autre rencontre amicale est prévue donc demain contre une équipe de National 1. Comme le veut la tradition, vous le savez, l'équipe nationale féminine a reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports. Astou Traoré, certainement fille la plus capée, a reçu le drapeau. Rappelons que la Coupe du Monde se jouera en Espagne, donc du 22 au 30 septembre prochain. Les Lions seront logés dans la poule D avec les États-Unis, la Lettonie et la Chine. Je pense que... Dans cette actualité, toujours, faut-il le rappeler, très chargée de basket, il y a aussi cet échange d'amabilité entre le coach de l'équipe nationale masculine, Abdourahmane Ndiaye Adidas, peu satisfait des conditions de préparation de son équipe, et le ministre des Sports, le premier cité, a dénoncé le retard pris dans les dispositions d'envoi des billets à certains internationaux et la non-réservation d'une structure hôtelière pour favoriser un regroupement interne. Pour le ministre des Sports, il ne faut pas chercher la petite bête. On l'écoute. Qui vous dit tout se passe bien. Non, mais il faut mesurer les efforts de l'État. Et tout le monde peut dire, effectivement, avec le chef de l'État, on a fait des pas qualitatifs dans la prise en charge
des athlètes sénégalais. Ça, personne ne peut le nier. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Nous avons un pays qui nous engage, un pays qui, aujourd'hui, a distribué des rôles aux uns et des autres. Vous en avez. Et c'est ensemble qu'on pourra réussir ce rôle-là que l'État nous a donné. Mais ce n'est pas en tirant sur les uns et les autres. Les présidents de fédération, c'est vous qui allez chercher les entraîneurs. Ce n'est pas le ministre des Sports. S'il y a des difficultés, les entraîneurs devraient parler au directeur technique et au président de fédération et calmement au niveau du ministère pour régler les difficultés. Voilà, c'est plutôt quelque chose de récurrent. Bamba, malheureusement, souvent des problèmes d'organisation. Est-ce que Abdourahmane Ndiaye Diadira, c'était dans son bon droit quand même de sonner l'alarme ou voilà, est-ce que vous avez aussi compris la réaction du ministre des Sports? Non, moi je pense qu'Abdou Ndiaye Adida c'était dans ses droits. C'est un entraîneur qui a un plan, qui a déjà fait une partie du travail et qui invite, je pense, il ne faut pas le diaboliser. Il faut voir dans cette sortie d'Adidas une manière pour lui de tirer les autres vers le haut, c'est-à-dire d'amener les gens à faire dans la planification et à respecter vraiment les engagements qui sont pris. Le Sénégal a déjà fait le tournoi de Maputo, le tournoi de Dakar et maintenant nous allons faire le tournoi de Lagos. Donc on savait tous qu'au mois de septembre, il y a une préparation plus une participation. Donc, je pense qu'il a raison. Après, vous savez, la réaction du ministre aussi est peut-être comprise par le fait que c'est vrai, et ça aussi il faut le saluer, l'État du Sénégal, sur ces 4 dernières années, a fait beaucoup d'efforts pour mettre le basket au niveau où il doit être. Mais également, il faut comprendre que c'est parce que c'est le basket et que c'est des professionnels et ils ont également la même mission que les autres disciplines. Parce que pendant que on a transformé le regroupement interne en regroupement externe faute d'hôtel, à Paris, là-bas, il y avait regroupement. Il y avait un vol pour amener les joueurs à Madagascar. C'est des joueurs, c'est des Sénégalais. Oui, mais Bamba, dans cette histoire, il y a un troisième larron qu'on ne cite pas, c'est la FIBA. La FIBA qui a, je sais pas, qui a amené cette nouvelle règle avec des éliminatoires. Tout le monde savait que ça allait engendrer beaucoup de problèmes parce que déjà, les regroupements d'été de nos équipes nationales de basket, c'était problématique. Il y avait beaucoup de problèmes. Et là, on a une équipe de basket qui doit faire la compétition pratiquement durant toute l'année avec des fenêtres. Et si cette organisation n'aide pas aussi, quelque part, ça va être extrêmement difficile pour nos États qui ont d'autres préoccupations que le sport pour aider. La FIBA ne donne aucun franc à nos équipes de basket, contrairement à la CAF ou à la FIFA, comme vous venez de les citer tout à l'heure là, et ça c'est problématique. Oui, je suis d'accord en partie avec ce que vous venez de dire, sauf que la FIBA, en annonçant donc cette nouvelle formule pour la Coupe du Monde, avait promis de donner, je pense, parce qu'on était en conférence de presse, ça s'est passé à Tunis, on avait promis de donner, je pense, une aide de 100 000 $ ou 100 000 €. Mais là n'est pas le problème. C'est vrai que de plus en plus, le basket va être sur le devant de la scène. Mais ça, on le savait, cher. Il ne faut pas chercher la petite bête. Et puis, moi, je pense que le ministre, il est dans son rôle, il défend l'État parce qu'il se dit, mais écoute, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et puis là, on veut nihiliser tout ce que nous avons fait comme effort. Mais je pense qu'il a eu une mauvaise compréhension de la sortie d'Adidas. Encore que, pour moi, un ministre de la République ne doit pas répondre, ça c'est sur le plan com, il ne doit pas répondre à un entraîneur. Il y a des techniciens, il y a des directeurs qui sont... Sûrement, il a été aussi interpellé par les journalistes. Qui sont directement... non, même pas. Même pas. Il n'a pas été interpellé sur la question. Il est venu, il a directement attaqué. Il est fâché un peu. Mais je pense que le directeur de la compétition, les autres directeurs concernés... Il a parlé de respect de la hiérarchie, puisqu'il considère que la communication doit se faire via le président de la Fédération sénégalaise de basketball. C'est un peu ses propos d'ailleurs. Oui, c'est l'essentiel de ses propos. Après, la sortie d'Adidas également, je pense qu'il faut la prendre comme une alerte pour pousser les gens à aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas dire tout ne sera pas parfait. Tout doit être parfait. Il n'y a que le résultat sur le terrain
qui n'est pas prévisible. Parce que ça se passe sur le terrain, on peut gagner, on peut perdre. Mais pour préparer une équipe, tout doit être parfait. Alors, on va juste rappeler que le tournoi est prévu quand même du 14 au 16 septembre. Ce sera au Nigeria, à Lagos. Les hommes d'Abdourahmane Ndiaye ont livré hier un premier match amical. Ils ont battu la RCA 72-51 et ils doivent rejouer un autre match demain donc contre la même équipe, et dire également que Maurice Nour est arrivé, a rejoint le groupe. Par contre, Mohamed Faye est forfait. Donc pour ce et en tournoi, plus, aux dernières nouvelles, le groupe des 12 même a été publié. Les 12 qui vont jouer ce tournoi. Il s'agit de Zan Dalmeida, elle a dit Omar Branco Badio, Tcherno Nyan, Mohamed Lamine Samb, Adam Luis, Malendoy, Pape Moustapha Diop, le roi, Maurice Nour, Ibrahim Thomas, Gorgui Sidian, Amadi Ndiaye et Youssouf Ndoye. Alors Jean-Jacques Boissy, moi je pensais que vous alliez faire partie des surprises de cette liste. Alors, juste pour vous introduire, donc le capitaine des U18 et Malik Boudiaby qui est l'entraîneur adjoint. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Dans quelques instants, on va avoir l'occasion de s'entretenir avec vous, mais on va parler aussi de l'actualité de ce basket avec la finale de la Coupe du Sénégal. Ouais, cette finale qui s'est jouée samedi au Stadium Marius Ndiaye, l'AS Douanes s'est incliné devant le Saint-Louis Basket Club 54-53. Le premier titre majeur des Saint-Louisiens sur les 4 dernières années. C'est peut-être la seule fausse note que connaîtra Moustapha Diop cette saison, désigné roi de la saison de basketball. Résumé de cette finale avec Pape Farani. Les ultimes secondes de la rencontre étaient âprement disputées. Malgré les assauts répétés des Gabolos, les Saint-Louisiens n'ont pas abdiqué avec une bonne défense pour défendre un point, synonyme d'un sacre historique en Coupe du Sénégal. C'est les hommes qui nous ont gagné durant les 2 matchs du championnat. Donc ce n'était pas évident de gagner par un point. Donc on n'avait pas peur parce que ça fait la 3e finale d'affilée. Donc on ne pouvait que s'amuser et essayer de gagner la victoire. C'était de bien défendre aujourd'hui et d'être calme et lucide en attaque. De satisfaction, vraiment, d'être le premier entraîneur Saint-Louisien à gagner un trophée pour l'équipe masculine de Saint-Louis Basket Club. Ce trophée concourait depuis plusieurs années. Dieu a voulu qu'aujourd'hui, on l'a gagné. C'est vrai que dans les dernières secondes, il y a eu beaucoup plus de peur. Mais on est très confiants en ce que nous faisions. On a gagné la balle 2 fois, on l'a perdu. Et le bon Dieu était avec nous. Donc nous rendons grâce au bon Dieu. L'AS Douanes avait plusieurs fois la balle de match, mais les joueurs ont mélangé vitesse et précipitation. On avait devant nous une très bonne équipe de Saint-Louis bien organisée, qui avait beaucoup de la chance. Malheureusement, on avait pris les derniers tirs et on l'a raté. Et Saint-Louis Basket Club, il faut le dire aussi, nous a bousculé, ce qui a permis que nous avons été très maladroits aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une équipe de la Douane aussi maladroite qu'aujourd'hui, mais vous savez, l'adresse, c'est une maladie contagieuse. Un match qui s'est joué sur le fil, au grand bonheur des spectateurs. C'est une finale assez palpitante et riche en émotions. À défaut d'avoir été très technique, elle a été très engagée, elle a été à la hauteur des ambitions des uns et des autres. Disons que l'équipe qui en voulait plus a gagné cette coupe. C'était également l'équipe de Saint-Louis. Elle a gagné la coupe chez les garçons et elle est championne chez les filles. Ça veut dire qu'à Saint-Louis, il y a du bon travail qui est en train d'être fait et que le basket, maintenant, ne se concentre plus uniquement à Dakar. Une victoire de Saint-Louis Basket Club méritée devant une AS Douanes très maladroite. Voilà, l'AS Douanes très maladroite, mais pour Moustapha Diop, c'est un pur bonheur cette saison. Comme vous venez de l'entendre, il fait partie des 12 sélectionnés pour le tournoi de Lagos. Et puis surtout, il a reçu cette distinction individuelle, donc de roi de la saison, une distinction qu'il n'attendait pas de si tôt, mais les lieux de 22 heures a presque raflé toute cette saison avec donc les Gablous pour Nassira Traoré qui, elle, et la reine, cette distinction avec un club qu'il a vu grandir, à savoir le Dakar Université Club et tout bénef. Présentation du roi et de la reine de cette saison avec Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. Un homme, une femme, 2 parcours différents.
La reine Nassira Traoré, internationale malienne, connaît bien le championnat sénégalais. C'est avec le Dakar Université Club qu'elle a grandi et pris de la bouteille. Après un premier passage entre 2009 et 2014, Nassira quitte le Sénégal pour la Tunisie. Elle revient 4 ans après et retrouve les Duchesses. Quand j'étais en Tunisie, après ça, mon contrat était fini déjà. Et en plus, là-bas, on prenait plus d'étrangers. Donc après le Duc, j'ai parlé avec les dirigeants du Duc. On s'est parlé en fait quand on était au Cameroun à la Coupe d'Afrique. C'est là où on s'est parlé et c'est là où on s'est contacté pour que je revienne jouer. Ce titre de reine du basket n'était pas une surprise pour elle. C'est le fruit d'une saison réussie avec le Duc. Ça fait vraiment plaisir. Je ne suis pas du tout surpris parce que mon équipe et moi, on a beaucoup travaillé en fait. Parce qu'avec l'équipe, on était vraiment soudés. On était vraiment une équipe avec les coachs et les joueurs surtout. Parce que sans eux, je n'allais pas être reine. Le roi Moustapha Diop, lui, est un jeune de 22 ans qui a fait ses débuts au Saint-Louis Basket Club. J'ai fait le mini-basket depuis 2010. Après, j'ai joué là-bas en minime, cadet. Après, je suis monté à senior. Après, j'ai quitté là-bas pour venir ici à l'AS Douanes cette année. Alors qu'il a rejoint l'AS Douanes pour sa première saison, il rafle presque tout. Coupe Saint-Michel, championnat, Coupe du Maire, la seule fausse note, la finale de Coupe du Sénégal perdue ce week-end devant justement son club formateur, le Saint-Louis Basket Club. Cette distinction de roi n'était clairement pas dans ses objectifs. Pour une surprise, c'en est une. C'était une saison très merveilleuse pour moi parce que là-bas à l'AS Douanes, c'est comme une famille, comme à Saint-Louis Basket. Ils m'ont ouvert toutes les portes. Après, je me suis très bien adapté avec le groupe. C'était pas si difficile d'adapter avec le groupe. Autre récompense, l'appel en sélection pour la phase de préparation des éliminatoires du mondial de basket. Une expérience à savourer pour le natif de Saint-Louis. C'est un autre level, c'est un autre level. Parce que là-bas, il y a le coach Adidas qui nous pousse à travailler. Il y a l'adjoint et coach Pabikey qui est mon coach à l'AS Douanes. Lui aussi, je le félicite. Il me pousse à travailler chaque jour. C'est cool là-bas, c'est cool là-bas. Nassira ne sait pas de quoi sera fait son avenir en club. Elle préfère vivre l'instant présent et savourer ce titre de reine de la saison. À l'instar de tous les jeunes de son âge, le roi, lui, rêve de découvrir un championnat plus huppé. Bravo donc à Pape Moustapha Diop et Nassira Traoré. Alors Malik Goudiaby, félicitations pour votre beau parcours durant le tournoi U18. Donc c'était l'Afrobasket. Vous avez terminé à la seconde place avec le recul une semaine après. Quel est le sentiment qui vous habite? Est-ce que c'est les regrets d'avoir perdu cette finale ou quand même la fierté d'avoir réussi une telle performance? Bon, tout d'abord permettez-moi de remercier toute l'équipe, à savoir à sa tête vraiment Medienne Fall, le coach titulaire, et vraiment tous les cohésions, cette entente entre ces jeunes-là, et qui en voulaient. Il était en terrain connu pratiquement, lui qui a été champion d'Afrique. Je pense que c'est ça qui a été en fait le plus qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on était avec un coach qui est expérimenté, qui connaît bien le terrain. Donc ce qui faisait qu'on n'était pas dépaysés, nous autres qui venions d'arriver. Donc on était vraiment très bien outillés sur ce plan-là, donc pour vraiment affronter les autres équipes qui étaient là pour prendre part à cette édition. Voilà. Jean-Jacques Boissy, vous étiez le meneur de cette équipe nationale du Sénégal. On voit quand même cette équipe avait de la ressource et du mental. Par exemple, lors de la demi-finale face à l'Égypte, on pensait que c'était déjà joué, que le Sénégal avait déjà perdu, mais vous êtes revenu de nulle part. Je pense que, là, on a gagné cette demi-finale parce que les joueurs étaient trop confiants de partir en finale. L'objectif n'était pas en demi-finale ou partir juste en finale, mais de partir et l'apprendre et se qualifier à la Coupe du Monde. Donc, la demi-finale, jusqu'à la 3 secondes de la fin, les joueurs étaient confiants pour partir en finale. Donc, ils se donnaient à fond pour essayer de gagner ce match. Malgré qu'on était en bas de 3 points d'écart, le coach
Mais est-ce que justement cette confiance ne vous a pas joué un tour lors de la finale? Parce qu'on a vu que aussi c'était pratiquement le même scénario. Deuxième, troisième quart-temps, vous êtes largué. Vers la fin, vous revenez. Il y a d'ailleurs ce 3 points qui a créé beaucoup de polémiques. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas mis trop en danger? C'est ce qui vous a fait perdre la finale aussi? Non, je ne pense pas trop. Parce que, bon, on a joué jusqu'à la fin. Ouais, parce que cet esprit-là, je pense que ça s'est montré depuis le premier match. 25, je pense. 25, voilà, ouais. 25 points Alors, Malik, en parlant justement de cet esprit de fighting, vous avez parlé de préparation très courte, mais moi, je vais même rajouter quelque chose. Vous étiez dans une auberge au niveau de la Zona. On vous a vu faire la queue devant une boutique. Vous preniez du pinton et des biscuits, entre guillemets. Cela veut dire que quand même les conditions n'étaient pas du tout réunies. Vous avez su quand même, voilà. Effectivement, les conditions étaient, pour ne pas se voiler la face, c'était très difficile. C'était très difficile, c'était pas très évident. Et vu le parcours qu'on a fait, c'est pour cela, moi, je dis qu'en fait, c'est un sentiment de fierté et d'avoir accompli une mission. Mais ce n'était pas évident du tout. Parce qu'il y avait des joueurs qui venaient d'horizons divers, même si certains se connaissaient. Et il y avait un travail à faire par rapport à un temps qui n'était pas tellement en notre faveur. Ouais. Donc, on a fait, pour être plus exact, une semaine de préparation, parce qu'on avait avant fait une semaine de préparation pour aller jouer les éliminatoires en Guinée. Ouais, et ça. Après, on est revenu, on est resté pratiquement, ce qui n'a pas été vraiment très conséquent pour pouvoir faire le travail qu'il fallait. Ouais. Mais quand même, moi je dis que chapeau à toute l'équipe et chapeau vraiment au coach parce qu'on a travaillé de façon très efficace pour vraiment créer cette équipe-là, pour créer en fait cette cohésion au sein de l'équipe. Gagner. Pour avoir cet esprit de compétition, oui. Et puis, bravo à vous, coach. Jean-Jacques, maintenant vous allez faire les championnats U19 l'année prochaine. Vous êtes à l'Académie NBA, si je me trompe, NBA Africa. Il y a vos copains qui sont en Europe. Cette compétition, quand même, ne vous inquiète pas. Que vous y allez, non pas pour vous promener, mais pour faire un résultat. Oui, je pense que ce serait genre bizarre que les gens entendent qu'on part dans cette Coupe du Monde pour aller très loin. On est très motivés parce qu'il y a une finale qu'on a perdue, malgré qu'on s'est donné à fond et tout, mais on voit qu'on doit quelque chose au peuple sénégalais. Donc, on ne part pas à la Coupe du Monde pour juste partir, faire les vacances ou partir comme les pays qui sont là pour participer. Mais on est parti pour aller loin dans cette Coupe du Monde. Alors, Bamba, comment vous appréciez un peu? Et d'ailleurs, peut-être que vous pourrez nous parler plus de Jean-Jacques Boissy. Vous le connaissez? Oui, je connais plus son père que lui-même. Son père, Élisée Boissy, qui a fait les beaux jours de l'ASFA, qui malheureusement n'a pas été trop présent en équipe nationale, simplement parce que depuis plus de 10 ans, la tendance c'est d'aller chercher les joueurs à l'étranger. Je le taquinais tout à l'heure en disant, boy, ton père était très fort en 3 points, j'espère que tu l'es. Ah bon, après c'est un garçon également que je suis, qui sort du lot, qui est à la NBA Academy, qui se prépare, qui étudie, qui est sérieux. On lui souhaite une très belle carrière. Surtout reste qui tu es, reste humble, apprends beaucoup. Et puis, vous savez, vous voyez le discours responsable qu'il tient, malgré que les conditions sont très difficiles, malgré tout. Ici, ils y sont allés, ils ont puisé dans leur mental. Et là, déjà, ils se projettent. Quand je dis ils, je parle de lui, mais je parle également de tous les autres joueurs. Ils se projettent tous pour aller à la Coupe du Monde. Tout à fait. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que également on va faire une semaine de préparation pour aller à la Coupe du Monde? Sinon, non, je suis très sérieux. C'est très sérieux. Si on va avoir des résultats, vous savez, le Sénégal ne va peut-être pas aller à cette Coupe du Monde pour gagner, mais nous avons quand même, nous y allons à 2 avec le Mali. Nous devrions faire autant, sinon plus que le Mali sur cette compétition. Donc, je pense que, j'espère, vraiment, j'ai entendu le ministre le dire, j'espère que les conditions seront de mise pour une très longue et très bonne préparation. Parce que la préparation, ce n'est pas seulement de prendre les joueurs, les amener dans un tournoi ou dans un truc et de payer. Non, la préparation, elle doit être planifiée. Et qui connaît Madien Fall, qui connaît Malik, c'est que ce sont des hommes de l'art et qui vont certainement très bientôt mettre quelque chose sur la table. C'est le moment peut-être, Malik, de lancer un appel dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il vous faut pour justement encore être plus performant? Effectivement. Bon, le premier appel que je lancerai, c'est surtout à l'endroit
des autorités, surtout le ministre de tutelle, le ministre des Sports, et surtout qu'il ne faut pas aussi se voiler la face, je vais le répéter, mais bon, il faudrait motiver ces jeunes-là. Tout à fait. Merci. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas été motivés, et si on sait la motivation, vraiment, c'est que c'est. Voilà, justement. De façon très triviale. Voilà, donc vraiment, et on lance vraiment au président, vraiment, de vouloir vraiment aider en fait ce sport-là qu'on aime tant, le basket, et de nous permettre, parce que ces jeunes-là, nous, on y croit. Et je sais que tout le peuple sénégalais croit en ces jeunes-là, parce qu'ils ont montré un mental, un mental d'acier. 2021, ils auront moi, je sais que si on a de très bonnes, si nous bénéficions de très bonnes conditions de préparation, vraiment, on verra ces jeunes-là dans une meilleure place au niveau de la Coupe du Monde. Jean-Jacques, le dernier mot vous revient. Je pense que je remercie d'abord tout le staff qui était avec nous. Il y avait les coachs, mais il y avait aussi des anciens basketteurs, des délégués techniques et tout. Je remercie aussi mes coéquipiers qui m'ont aidé dans un rôle de leader qui n'était pas facile de leader des joueurs qui sont de plus grande taille que toi, qui ont plus de force que toi, mais ils ont un mental, on était soudés et tout. Je remercie toute l'équipe. Et aussi, comme le coach l'a dit, on vient d'une Coupe d'Afrique. Il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur, qui sont venus pour honorer. Donc, il manque quelque chose pour les motiver à revenir pour jouer à la Coupe du Monde. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de l'argent ou quelque chose comme ça. Il y a des joueurs qui n'en manquent pas, mais il faut une chose pour motiver les joueurs pour qu'ils puissent revenir et se sentir impliqués dans l'équipe nationale. Merci beaucoup Jean-Jacques Boissy. Nous arrivons à la fin de cette émission. Chose promise, chose due, mais ce sera pour la semaine prochaine. Le portrait de Biram Faye, qui a été aussi l'une des révélations de ce tournoi de Bamako. Désolé Momodou Ndiaye, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, notamment Momodou Ndiaye, toute l'équipe technique. Merci Bamba. Malik, merci, bonne continuation. Jean-Jacques, on vous suit sur les années à venir. Chers, excellente soirée. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.